Ce soir-là, en passant devant cette porte, j'ai vu des yeux rouges et une silhouette humanoïde. La première maison hantée où j'ai vécu, seul, c'était en 1994. Entre 1h et 3h du matin, tous les soirs, et je veux dire absolument tous les soirs, il y avait un bruit énorme dans le salon, comme si un immense saladier en cristal tombait du plafond et se brisait en 1000 morceaux sur le sol en bois. Mes 2 chats s'enfuyaient du lit en panique, et je me redressais d'un coup pour aller vérifier, seulement pour découvrir que rien n'avait bougé. Quelques mois plus tard, le détective du comté qui vivait dans l'appartement au-dessus du mien m'a révélé que, juste avant que j'emménage, mon appartement avait été perquisitionné par la police. C'est la raison pour laquelle il avait été placé dans l'appartement au-dessus du mien, pour garder un œil sur ce qui se passait. Lors de cette perquisition, ils avaient arrêté un trafiquant de drogue local, mais ils avaient aussi été surpris de découvrir que le grand salon, environ 6 mètres sur 6, avait un immense pentagramme peint sur tout le sol. Ils avaient également retrouvé une adolescente, disparue depuis peu, qui était retenue contre son gré dans un petit espace confiné. À part le choc qu'elle avait vécu, elle allait bien. Je me dis que, probablement, elle souffre encore de ce traumatisme aujourd'hui. Je me souvenais avoir pensé combien ce parquet fraîchement rénové dans le salon était joli. Puis, j'ai compris pourquoi il avait été refait. Peu de temps après, une infestation de puces, d'une ampleur biblique, a envahi l'appartement. J'en pouvais plus, j'ai cassé mon bail, j'ai hurlé sur la propriétaire pour m'avoir caché la vérité sur cet endroit, et je lui ai dit de fourrer ma caution tellement loin qu'elle pourrait en sentir le goût. Mes amis et moi passions souvent la nuit chez un pote la plupart des vendredis après quelques pintes au bar, quand on avait environ 18 ou 19 ans. Cette nuit-là, moi et environ 5 autres gars avons fini par tituber à travers la ville et avons tous dormi chez lui, trouvant de la place comme on pouvait sur le sol, un matelas ou le canapé. Il s'était passé des trucs étranges dans cette maison, mais vu qu'on était nombreux ce soir-là, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Je me suis réveillé vers 3h du matin, le dos contre le mur, et je pouvais voir mes potes dormir et ronfler à côté de moi. Puis j'ai senti et vu plusieurs bras maigres s'enrouler autour de mon torse et me tirer dans le mur, lentement mais avec une force incroyable. J'ai essayé de crier à l'aide et d'attraper mon pote qui ronflait à côté de moi, mais j'étais figé, incapable de bouger ou de parler. C'était un vrai moment de paralysie du sommeil, où j'avais l'impression de m'entendre crier dans un ton étouffé pendant que ses mains me tiraient lentement dans le mur. La pression sur mon dos était folle, et un bruit blanc assourdissant devenait de plus en plus fort dans mes oreilles. Je me suis retrouvé à moitié à l'intérieur du mur, ressentant la sensation de tomber dans une autre pièce vide, en plein jour, avec des stores à moitié fermés. Ensuite, je suis retombé à travers le mur et me suis réveillé à nouveau, et il faisait jour, plusieurs heures plus tard, dans la réalité. Je suis certain que c'était un cas classique de paralysie du sommeil, mais ça m'a totalement pris par surprise. Et quand on pense à tout ce qui s'était déjà passé dans cette maison, ça rend l'expérience encore plus flippante. D'autres incidents dans cette maison. Le cymbale de la batterie dans un coin de la pièce a soudainement éclaté sous nos yeux, alors que personne ne s'en approchait. Des bruits de pas dans les escaliers qui grinçaient, montant jusqu'au palier, mais personne n'était là. On entendait des bruits de clavier sur l'ordinateur dans la pièce du bas au milieu de la nuit, mais il n'y avait jamais personne, et l'ordinateur était éteint. Quelqu'un frappait à la porte de la chambre, on pensait que c'était le père de mon pote qui venait nous dire de nous taire, mais personne n'était là quand on ouvrait la porte. On a vu une ombre très sombre à la porte d'entrée à travers l'insertion en verre au milieu de la nuit, celle-là me fait encore pleurer rien que d'y penser. Quand j'avais 12 ans, mes parents ne pouvaient plus payer mes cours d'équitation, alors ils ont contacté un refuge pour chevaux local et demandé si je pouvais passer du temps là-bas. À ma grande surprise, il s'agissait d'une seule dame qui possédait la ferme et avait 32 chevaux à l'époque. Elle m'a invité et m'a dit que je pouvais avoir mon propre cheval si je l'aidais à nettoyer les box et à faire les tâches de la ferme avec elle. Cet été-là, j'ai passé plus de 8 heures par jour à la ferme. Ma mère me déposait avant d'aller travailler à 7h du matin et venait me chercher un peu avant le coucher du soleil. J'apportais à manger et je pouvais entrer dans la maison de la propriétaire quand je voulais. Pendant ces longues heures, j'étais presque tout le temps seul, sauf quand la propriétaire me donnait des leçons d'équitation ou d'entraînement.
avec 32 chevaux en liberté dans les champs et l'ancien bâtiment de la laiterie, construit en 1911 avec 40 box, il y avait beaucoup à nettoyer, donc je passais beaucoup de temps à balayer l'allée de l'écurie. Par beau temps, tous les chevaux, ainsi que les chiens et chats, passaient la journée dans les pâturages. De nombreuses fois, alors que tous les box étaient fermés et que je balayais ou nettoyais, j'entendais un cheval trébucher ou bouger dans son box. Je me retournais, mais bien sûr, il n'y avait aucun cheval dans les box. Parfois, j'étais à l'intérieur d'un box à répandre de la sueur et je sentais une tête de cheval me frôler la nuque. Je me retournais, mais aucun cheval. Je sentais des chats me toucher les mains, mais aucun chat à proximité. Ou un chien qui me donnait un coup de museau à la hanche, mais il n'y avait rien là. Un jour, j'ai littéralement vu 2 chats blancs courir à travers la grange et se précipiter dans un box. Je les ai suivis, et en regardant à l'intérieur, aucun chat. Aucune issue par laquelle ils auraient pu s'enfuir. Il y avait un vieux cheval arabe blanc nommé Corona que j'avais monté quelques fois, et qui est décédé à l'âge de 36 ans. Son meilleur ami était un Appaloosa léopard nommé Hopper, âgé de 30 ans quand Corona est mort. Environ 3 semaines plus tard, j'avais mis Hopper dans son box pour le brosser. Soudain, il s'est tourné vers le box vide de Corona, a soufflé lourdement, a redressé les oreilles et s'est mis à trembler, exactement comme il le faisait lorsqu'il saluait Corona à côté de lui. J'ai eu un frisson étrange en le voyant saluer le vide. J'ai une théorie sur pourquoi tant de chevaux et d'animaux semblent rester dans cet endroit. La propriétaire avait acheté la ferme dans les années 80 et, depuis, elle avait sauvé des centaines de chevaux maltraités. Beaucoup d'entre eux étaient des marginaux. Il y avait tellement d'animaux battus, traumatisés, qui boitaient, tremblaient dès qu'on les touchait, ou qui paniquaient littéralement si on leur posait une selle sur le dos, à cause des horreurs qu'ils avaient vécues. Certains avaient été abandonnés parce qu'ils avaient un cancer ou étaient trop vieux pour être montés, et leurs propriétaires s'en étaient lassés. Il arrivait régulièrement que des gens déposent des animaux là sans même prévenir. Je ne plaisante pas en disant que plusieurs fois par an, la propriétaire se réveillait pour trouver un nouveau cheval dans sa cour, abandonné sans explication. Et pourtant, cette ferme était l'endroit le plus paisible au monde. Tous ces animaux qui n'avaient jamais vraiment trouvé le repos semblaient rester dans cette ferme pour être avec leurs amis, dans un endroit où ils savaient qu'ils ne pourraient plus jamais être blessés. La nuit où ma grand-mère est décédée, j'ai vécu une expérience vraiment étrange, mais c'était à 3h30 du matin, pas à 3h pile. Je me suis réveillé soudainement et j'ai vu quelque chose planer au-dessus de moi, ressemblant à un nuage de gaz noir. C'était encore plus sombre que l'obscurité totale de la pièce, mais je pouvais clairement distinguer ses contours. J'avais déjà entendu des histoires de personnes qui avaient vécu des choses étranges la nuit où un être cher était décédé, mais ces récits étaient toujours positifs, remplis de douceur et d'amour. Ce que j'ai ressenti, en revanche, était tout l'inverse. Je n'avais jamais ressenti une telle peur et terreur de toute ma vie. J'ai crié presque immédiatement, si fort que ça m'a fait mal à la gorge, puis j'ai tiré la couverture sur mon visage. Dès que je l'ai fait, j'ai senti que cette chose était partie. J'ai immédiatement pris mon téléphone pour m'en servir comme lampe de poche et j'ai fouillé la pièce, mais je n'ai rien vu. Je suis resté là un moment, puis j'ai entendu quelqu'un monter les escaliers. C'était ma belle-mère de l'époque. Une fois qu'elle est entrée dans sa chambre, je me suis retourné et tourné le dos à l'endroit où j'avais vu ce nuage, mais je me sentais toujours mal à l'aise. Ensuite, j'ai senti comme un doigt, chargé d'électricité, toucher l'arrière de mon cou. J'ai décidé d'ignorer ça et de me rendormir. On pourrait croire que ça s'arrêterait là, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, j'ai parlé de cette expérience à ma belle-mère, pensant qu'elle m'écouterait. Il s'avère qu'elle s'était réveillée un peu plus tôt que moi et n'arrivait pas à se rendormir. Elle a donc décidé de sortir les chiens et de prendre l'air. Elle m'a dit que lorsqu'elle est passée devant la porte de la pièce où je me trouvais, la porte a commencé à trembler de manière incontrôlable, comme si quelqu'un essayait d'en sortir. Elle s'est arrêtée, l'a regardé un instant, puis tout s'est calmé. Je suppose que c'est ce qui m'a réveillé. J'ai ensuite mentionné que j'avais crié si fort que j'avais mal à la gorge, mais malgré la maison remplie de familles venues de loin, avec des chambres occupées de chaque côté de la mienne, personne ne m'a entendu crier. Je ne sais toujours pas exactement ce qui s'est passé,
mais je sais avec certitude que ce n'était pas de la paralysie du sommeil, même si c'est ce que la plupart des gens me disent quand je leur raconte cette histoire. Environ 6 mois plus tard, alors que j'étais chez moi, à l'autre bout du pays, je me suis réveillé et j'ai vu un autre nuage dans un coin de ma chambre. J'ai immédiatement secoué mon partenaire pour le réveiller, et en le faisant, je lui ai fait un peu mal sans m'en rendre compte. Malheureusement, au moment où il s'est réveillé, le nuage avait disparu. Je n'ai plus eu d'expérience comme celle-ci depuis environ 3 ans, mais pendant longtemps, je me réveillais de façon aléatoire, en pleurant, en criant, confus, avec la sensation que quelqu'un ou quelque chose était près de moi. Des cauchemars à répétition, des paralysies du sommeil, et d'autres problèmes perturbaient mes nuits. Je suis reconnaissant de ne plus avoir ces soucis, mais c'est toujours quelque part dans mon esprit. Mon copain et moi sommes ensemble depuis 9 ans maintenant. J'ai toujours souffert de terreurs nocturnes, mais ce n'est pas vraiment le genre de choses que tu mentionnes dès le premier rendez-vous. C'était à l'époque où nous sortions ensemble depuis quelques mois et venions de commencer à dormir ensemble. Nous dormions chez lui. Je me suis réveillé en pleine nuit et j'ai remarqué que nous nous tenions la main. Je trouvais ça mignon, mais j'ai réalisé que sa main était très pâle et fine. Mon copain a des mains plutôt larges et fortes, un peu comme un ORC. Mes yeux se sont habitués à l'obscurité, et j'ai vu que ses mains étaient croisées sur son ventre, tandis que je tenais une troisième main, pâle. Au moment où je me suis rendu compte de ça, j'ai vu une silhouette ressemblant à une femme, avec de longs cheveux noirs tombant sur son visage, se lever derrière mon copain, me regarder, puis se rallonger. Instinctivement, j'ai caressé la main avec mon pouce, comme on le fait lorsqu'on tient la main de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je l'ai simplement attribué à une logique de rêve. Comme c'était au début de notre relation, je ne lui en ai pas parlé, de peur qu'il me prenne pour une folle. Les années ont passé et nous vivons maintenant ensemble. Il connaît bien mes croyances paranormales et mes terreurs nocturnes. Un jour, je me suis soudainement souvenu de cette nuit-là. Est-ce que je t'ai déjà raconté cette terreur nocturne que j'ai eue chez toi quand on venait de commencer à sortir ensemble? Je lui ai demandé en riant un peu. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Sadako dans ton lit quand on dormait. J'étais presque jalouse. J'ai plaisanté, mais il n'a pas ri. Il est devenu très pâle et m'a demandé « Est-ce qu'elle a essayé de te tenir la main ?» J'ai été surprise par sa réaction. Je lui ai dit que j'avais effectivement tenu sa main et que je me souvenais même l'avoir caressée avec mon pouce. Mon copain m'a alors révélé qu'enfant, il faisait souvent un cauchemar récurrent dans lequel une femme aux longs cheveux noirs et aux mains blanches essayait de lui tenir la main, mais il se réveillait toujours en panique avant qu'elle ne puisse le faire. Il ne m'en avait jamais parlé, pensant que ce n'était que des cauchemars d'enfant. Maintenant, aucun de nous ne pense que ce sont simplement des cauchemars. Quand j'avais 14 ans et que j'étais en première année de lycée, je vivais avec ma mère, mon père, ma sœur aînée et mon petit frère. Il était rare que je sois seul à la maison, surtout après la tombée de la nuit. Un vendredi soir, j'étais sorti dîner avec 2 amies, et elles m'ont déposé chez moi vers 21h. J'ai toujours été une grande trouillarde, probablement parce que je vivais dans une foutue maison hantée, donc dès que je suis entré dans la maison et que j'ai réalisé que j'étais seul, j'ai ressenti un très mauvais pressentiment. J'avais besoin d'aller aux toilettes, alors j'ai pris le téléphone sans fil et je me suis dirigé vers la salle de bain, allumant chaque lumière sur mon passage. La porte de la salle de bain ne se fermait pas facilement, il fallait la pousser avec la hanche, et on pouvait entendre distinctement le clic quand elle se verrouillait. J'ai fait cela et je sais que je l'ai verrouillée, parce que j'ai toujours eu cette manie, même quand j'étais seul. Une fois que j'avais terminé, je me lavais les mains, la salle de bain est longue, avec 2 lavabos et les toilettes au fond, le plus loin de la porte. Je lavais mes mains distraitement quand j'ai entendu le bruit du clic que la poignée fait quand on la tourne. Ça m'a pris quelques secondes pour vraiment comprendre ce que j'avais entendu. Dès que j'ai réalisé, j'ai vu la porte s'ouvrir du coin de l'œil. J'étais instantanément figé par la peur en voyant la porte s'ouvrir, très, très lentement. Quand elle s'est assez ouverte pour que je puisse voir qu'il n'y avait personne derrière, j'ai repris mes esprits, j'ai couru pour la refermer, avec le coup de hanche habituel, et je l'ai verrouillée à nouveau. Je me tenais là, paniqué, ne sachant pas quoi faire. Heureusement, j'avais le téléphone sans fil avec moi, alors j'ai appelé tous les numéros de mes amis que je connaissais par cœur, mais personne ne répondait.
Mes parents n'avaient pas de portable, mais ma sœur aînée, qui était complètement cinglée, en avait un. Elle a répondu alors qu'elle était à une fête, et elle a tout de suite compris à quel point j'étais terrifié. Elle a éloigné le téléphone de son oreille et a commencé à demander si quelqu'un pouvait la ramener chez elle. Je me suis senti soulagé. 5 secondes plus tard, j'ai entendu le bruit le plus terrifiant de ma vie de l'autre côté de la porte. C'était extrêmement fort. Je n'avais jamais, et je n'ai toujours jamais, entendu un son comme ça. La meilleure description que je puisse donner, c'est un mélange entre un grognement, un rugissement et, peut-être, un cri de cochon. Peu importe ce que c'était, ça se trouvait juste derrière la porte, hurlant ce bruit vers moi. Ça a duré 5 secondes, peut-être. J'ai éclaté en sanglots immédiatement et j'ai commencé à crier dans le téléphone pour appeler ma sœur. Je pouvais entendre qu'elle était dans une fête bruyante et je l'entendais à peine demander aux gens pour un trajet, mais le téléphone était loin de son oreille. Cela a semblé durer une éternité, mais probablement seulement 1 minute ou 2 avant qu'elle m'entende. J'étais en train de pleurer de manière incontrôlable, elle ne comprenait pas ce que je disais, mais elle est rentrée à la maison en moins de 10 minutes et est restée au téléphone avec moi tout le long. Je refusais d'ouvrir la porte de la salle de bain jusqu'à ce que je l'entende non seulement au téléphone, mais aussi de l'autre côté de la porte. J'avais tellement peur que cette chose essaie de se faire passer pour ma sœur et de me tromper pour que j'ouvre la porte. Quand elle est enfin arrivée, j'ai ouvert la porte, mais il n'y avait rien. Quelques minutes plus tard, ma mère, mon père et mon frère sont rentrés. Heureusement, ma mère croit à tout ce genre de choses, et quand elle a vu dans quel état j'étais, elle m'a cru. Désolé pour la longueur du récit, mais j'ai tellement d'autres histoires de cette maison, comme le fait d'avoir vu un petit garçon dans la chambre quand je me réveillais, ou d'entendre mon nom appelé par une voix qui ressemblait à celle de ma mère quand j'étais seul à la maison en plein milieu de la journée. Oh, et lors d'une soirée de camping avec des amis du lycée, un de mes amis s'est fait poignarder et a saigné à mort. Ce n'est qu'1 an plus tard que j'ai découvert que la femme que j'avais vue aider mon ami n'avait été vue par personne d'autre. Pourtant, au moins 20 ou 30 personnes étaient présentes. Il se trouve que la femme que j'avais décrite ressemblait exactement à sa tante décédée 1 an auparavant, que je n'avais jamais rencontrée. Ça peut paraître long, mais accrochez-vous si vous voulez entendre une vraie histoire de maison hantée, pas la version hollywoodienne. Mes parents et moi en parlons encore aujourd'hui, même si j'ai maintenant 30 ans, je suis fiancé et j'habite dans ma propre maison. Mes parents ont déménagé peu après que j'ai quitté la maison. Je suppose que j'avais juste envie de partager cette histoire, car tout ce que je vais vous raconter est vrai, et j'ai souvent essayé de l'expliquer à des gens qui ne me croyaient pas. Peut-être que cette communauté comprendra mieux. La femme qui a vendu la maison à mes parents les a avertis qu'il s'y passait des choses étranges, mais étant chrétiens, ils ont ignoré ces avertissements en se disant que tout irait bien. À l'époque, je pense qu'ils considéraient tout cela comme des absurdités. La maison avait besoin de quelques réparations, mais elle était parfaite pour nous, avec bien plus d'espace que notre première maison. Pourtant, au fil des semaines, les choses ont commencé à devenir de plus en plus étranges. Rapidement, en jouant dans la rue, c'était dans les années 90, j'ai appris que les enfants du quartier pensaient que ma maison était hantée. Il est vrai qu'elle avait l'air effrayante pour un enfant, une grande maison victorienne avec un sentier gothique envahi par la végétation. Il y avait aussi de nombreuses histoires horribles sur ce qui s'y était passé. Les enfants refusaient de venir jouer chez moi à cause de cela, et j'ai fini par être perçu comme la nouvelle fille qui vit dans la maison hantée à l'école. La maison avait 3 étages, avec une balustrade qui descendait tout le long des escaliers. Du jour au lendemain, des objets ont commencé à tomber de l'étage supérieur jusqu'au palier du bas à travers cette balustrade. Des objets comme des bibelots, des vases et même des jouets pour chiens qui n'avaient jamais été à l'étage. Nos chiens refusaient de monter à l'étage, près du grenier. Ils restaient en bas à aboyer et gémir devant l'escalier, et moi aussi, j'avais une peur bleue de tout le dernier étage. Étant enfant unique, je ne montais jamais à l'étage quand j'étais seul à la maison, tellement j'avais peur. Ce que je ressentais là-haut est difficile à décrire, mais dès que la lumière était éteinte, je sentais une présence derrière moi, une sensation de colère, froide et sombre, comme une ombre qui grandissait derrière moi. Je dévalais toujours les escaliers en courant, et même des années plus tard, j'ai encore des cauchemars où mes jambes ralentissent comme si je courais dans l'eau et quelque chose me poursuivait. Les choses étranges continuaient. Un soir, je frappais contre un mur pour jouer,
et à ma grande surprise, on me répondait en frappant en retour, imitant mon rythme. J'étais ravi jusqu'à ce que ma mère, paniquée, sorte en courant pour voir qui frappait sur le mur. Mais de l'autre côté, il n'y avait que des briques et de l'air. Personne n'était là. Un Halloween, nous avons tous entendu un cri provenant du grenier. En montant vérifier, nous n'avons trouvé personne, et tout semblait en ordre. À ce stade, mes parents étaient effrayés. En tant que chrétiens, ils ont fait venir un prêtre qui leur a dit que l'étage supérieur dégageait une énergie très négative et qu'ils devraient tout rénover pour essayer de chasser l'esprit. Il leur a conseillé de vider le grenier, de bénir l'endroit et de demander à l'esprit de partir. Ils ont donc commencé à transformer le grenier en chambre et salle de bain. L'esprit n'a pas aimé ça. Un jour, mon père raconte que sa jambe a été tirée à travers le sol, et effectivement, sa jambe a traversé le plafond de la salle de bain en dessous. Plus tard, alors qu'un invité se trouvait dans une autre partie de la maison, une partie du plafond est soudainement tombée sur sa tête sans raison apparente. Les ouvriers ont dit que c'était un coup de chance, que ça n'avait aucun sens. La dernière nuit de la rénovation du grenier, j'ai fait le pire cauchemar de ma vie, un rêve que je n'oublierai jamais. Dans ce rêve, je regardais un homme et une femme se disputer. La femme portait des vêtements de l'époque victorienne, ça me rappelait les personnages de la comédie musicale Oliver, et l'homme était habillé en costume. Ils se disputaient, mais leur voix était floue, comme si je les entendais à travers l'eau. Puis, tout à coup, la femme m'a regardé droit dans les yeux et a commencé à crier en montrant le sol. Attention, ce que je vais dire maintenant est terrifiant pour un enfant et je n'avais jamais vu ça dans un film ou à la télévision à l'époque. Sur le sol, il y avait un bébé mort, face contre terre. Je me suis réveillé en sursaut, pensant que c'était fini. Mais en regardant par terre dans ma chambre, j'ai vu le même bébé, mais cette fois, il pleurait et se tordait de douleur. La femme a alors ouvert violemment la porte de ma salle de bain et a traversé ma chambre en courant avant de sortir par l'autre porte. Les deux portes de ma chambre, qui étaient lourdes et difficiles à ouvrir, étaient littéralement en train de claquer, ce qui était physiquement impossible sans que quelqu'un ne les pousse. Tout ce que j'entendais, c'était des cris et des pleurs. J'ai hurlé, et ma mère m'a réveillé, disant qu'elle avait entendu du bruit et vu les portes claquer. Je lui ai raconté mon rêve, et elle m'a demandé de venir dormir avec elle. Des années plus tard, quand j'étais plus âgé, elle m'a avoué qu'après la visite du prêtre, elle avait fait des recherches sur la maison. Elle a découvert qu'une servante avait été mise enceinte par le maître de la maison et forcée de tuer ou d'avorter l'enfant dans le grenier. Ma mère, étant à la fois spirituelle et chrétienne, m'a dit qu'elle avait tenté de faire la paix avec cet esprit après avoir appris cela. C'est fou, non? Ce n'est qu'un aperçu des choses incroyables qui se sont produites dans cette maison. Mais vous vous demandez sûrement si la rénovation a fonctionné? Eh bien, étrangement, oui. Nous avons pu dormir paisiblement dans la nouvelle chambre d'amis et plus aucun phénomène de poltergeist ne s'est produit. Il y avait toujours une énergie étrange dans la chambre du grenier, mais ce n'était plus une menace. Pourtant, les chiens n'ont jamais accepté cet endroit et continuaient de refuser de monter à l'étage, aboyant toujours comme avant. Rien de bizarre n'a vraiment eu lieu après, jusqu'à ce que j'ai 17 ans. J'avais un nouveau petit ami, qui s'est avéré être horrible et abusif, et nous dormions dans la chambre convertie du grenier pendant que j'étais en vacances chez mes parents. Je ne lui avais jamais parlé des histoires de la maison, puisque nous sortions ensemble depuis peu. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, et il criait, disant qu'une femme victorienne se tenait debout au-dessus de moi, me regardant dormir, et qu'elle lui avait dit avec agressivité qu'il devait partir. Je n'ai pas vraiment été dérangé par ça. Elle avait plutôt bien jugé son caractère. Donc voilà, je n'ai pas cru aux fantômes avant d'en avoir côtoyé un pendant 10 ans. En décembre dernier, j'ai fui une relation abusive et j'ai trouvé refuge chez mon amie Amy. Elle vit dans un petit duplex à l'étage et j'y suis resté un moment avec mon chat et mon chien. Ça faisait beaucoup car elle a aussi un chien. À côté de son duplex, il y a une charmante vieille maison de 4 chambres appartenant à Marc, un ami d'Amy qui vit à l'étranger. Le couple qui louait la maison avait acheté une nouvelle maison et déménagé. Ils m'ont suggéré que ce serait un excellent endroit où rester pendant que je continuais ma recherche d'appartement. J'étais absolument ravi et j'ai accepté tout de suite. Mon chien et celui d'Amy pourraient jouer tous les jours, et on pourrait se voir souvent.
J'étais excité par cette opportunité et j'ai payé un peu de loyer à Marc, mais il voulait surtout m'aider avec ma situation et avait besoin de quelqu'un pour garder la maison jusqu'à son retour en mai. Étant donné que je vis dans un climat très froid et enneigé, chercher un logement en mai serait beaucoup plus facile. Ami m'a prévenu que la maison avait des bizarreries et un sous-sol effrayant, et m'a dit que si je me sentais mal à l'aise toute seule, je pourrais revenir chez elle à tout moment. Elle avait vécu dans cette maison pendant quelques années, donc j'ai pris ses remarques au sérieux. Quand un des anciens locataires m'a fait visiter la maison pour la première fois, j'ai tout de suite ressenti quelque chose de bizarre. J'ai mis ça sur le compte de la disposition étrange des pièces, des courants d'air et du manque de lumière dans l'arrière de la maison. À l'étage, il y avait 2 chambres et une salle de bain entre les deux. La chambre du devant était chaleureuse et lumineuse, mais le reste de l'étage était glacial, bien plus froid que le reste de la maison. En entrant dans la chambre du fond, j'ai ressenti un changement d'énergie, comme si cette pièce dégageait une sensation étrange, et j'avais l'impression que je n'étais pas la bienvenue. J'ai à peine regardé autour et j'ai vite fermé la porte. Les premières semaines, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais je ne me sentais jamais à l'aise, j'avais toujours l'impression d'être observé. J'ai mis ça sur le compte du fait que j'étais facilement impressionnable dans une grande maison et que c'était la première fois que je vivais seul. J'ai commencé à avoir du mal à dormir, malgré le fait que ma chambre, la chambre avant, était le seul endroit de la maison où je me sentais à l'aise. Un soir, j'ai décidé de fumer un peu de weed et de regarder un film dans le salon, tard dans la nuit. Je me suis endormi sur le canapé et me suis réveillé en sursaut en entendant quelqu'un courir dans l'escalier et claquer la porte de la chambre du fond. Mon chien était aussi alarmé et a couru à l'étage en grognant devant la porte fermée. Il n'y avait personne à l'intérieur. J'ai décidé d'arrêter de fumer, mais les nuits suivantes, j'entendais des pas dans la chambre du fond. Puis, quand je prenais des bains dans la salle de bain à l'étage, mon chien se couchait dans l'embrasure de la porte et fixait la chambre du fond. Parfois, il grognait ou aboyait. Je rentrais chez moi pour trouver la porte de cette chambre ouverte alors que je l'avais fermée, où j'entendais mon chat miauler pour qu'on le laisse entrer. À plusieurs reprises, j'ai trouvé mon chat enfermé dans cette pièce. Et à peu près à cette époque, ma serviette de bain a disparu. J'ai cherché partout, sans succès. Tout cela a commencé à me peser. Je faisais des cauchemars chaque nuit et me réveillais presque toujours entre 3 et 4 heures du matin, mon chien gémissant à côté de moi. Je me sentais constamment observé, et l'atmosphère dans la maison était lourde. J'en ai parlé à Amy et elle m'a avoué qu'elle avait aussi vécu des choses étranges dans cette maison lorsqu'elle y habitait. Sa chambre était celle du fond, et quelquefois, elle s'était réveillée dans un état semi-rêve, voyant un homme au pied de son lit et lui parlant. Elle s'était ensuite réveillée pour de bon et avait vu des messages de son colocataire lui demandant avec qui elle parlait. Elle avait également vu des objets bouger du coin de l'œil, entendu des pas, et ressenti une présence. Elle m'a raconté qu'elle avait une fois vu des empreintes dans la neige allant de la porte arrière jusqu'au milieu de la pelouse, puis disparaissant. Un jour, j'étais dans le salon, entendant des pas, et me sentant si envahi par cette présence que j'ai éclaté en larmes. J'ai décidé de tenter de communiquer avec elle. J'ai dit, « Écoute, je sais que c'est ta maison aussi. Je m'en vais dans un mois. J'ai traversé tellement de douleurs ces derniers mois, alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Fais-moi savoir si tu m'as entendu. » Juste après, la porte de l'étage a claqué, et c'est la dernière fois que j'ai entendu quelque chose pendant un moment. Mes cauchemars ont cessé. J'ai commencé à dormir toute la nuit et à ressentir moins cette présence. Une nuit, je traînais avec Amy dans son jardin, avec nos chiens et son voisin du bas, Sam, pour célébrer le fait que j'avais trouvé un appartement. Je suis rentré dans la maison pour prendre des bières et un pull. En montant les escaliers, j'ai vu une silhouette noire et opaque au sommet. Je ne pouvais pas distinguer de traits, mais c'était aussi réel qu'une personne. J'ai crié et suis redescendu en courant, allumant la lumière de l'escalier, pour ne trouver personne. La porte de la chambre du fond était ouverte. Enfin, le jour de mon déménagement est arrivé, et j'ai ressenti un énorme soulagement de ne rien sentir du tout dans mon nouvel appartement. Je suis retourné à la maison une dernière fois pour vérifier si je n'avais rien oublié, et là, en plein milieu du sol de la chambre du fond, il y avait ma serviette de bain, encore légèrement humide comme si je venais de l'utiliser. Beaucoup, fantôme. Je n'y suis jamais retourné depuis.
Quand j'étais petite, nous vivions dans une maison où des choses étranges se passaient sans cesse. À l'époque, j'avais à peine 5 ans, et bien sûr, beaucoup de gens penseraient que tout cela n'était que le fruit de mon imagination d'enfant. Mais je jure que ce que j'ai vu dans cette maison reste gravé en moi, et aujourd'hui, en tant qu'adulte, je réalise à quel point ces événements étaient troublants. Tout a commencé avec mes poupées. Je les adorais, je jouais avec elles tout le temps, mais la nuit, elles prenaient une tournure beaucoup plus sinistre. Elles bougeaient toutes seules. Parfois, je les voyais se déplacer d'un coin de la pièce à l'autre, et elles me parlaient. Pas avec des mots clairs, mais je pouvais sentir leur présence, leur chuchotement. Au début, je pensais que c'était normal, que tous les enfants vivaient cela. Mais plus le temps passait, plus ces événements devenaient angoissants. Mon frère, qui était un peu plus âgé que moi, a aussi vécu des choses terrifiantes dans cette maison. Je me souviens encore du jour où il était sous la douche, et soudainement, toutes les tuiles de la salle de bain se sont détachées du mur en un instant et ont volé à travers la pièce. Il est sorti de la salle de bain en hurlant, terrifié. Ce n'était pas un simple incident. Il n'y avait aucune raison logique à cela, aucune fissure ou usure qui aurait pu expliquer pourquoi tout le mur s'était effondré ainsi. Ce jour-là, même nos parents ont eu du mal à expliquer ce qui s'était passé. Mais ce n'était que le début. Les jours et les nuits dans cette maison étaient empreints d'une atmosphère étrange et lourde. Des objets bougeaient sans qu'on les touche. Je voyais parfois des formes d'animaux que je ne pouvais pas identifier, des ombres qui se déplaçaient furtivement dans les coins de la maison. Mais l'événement le plus marquant, celui qui me hante encore aujourd'hui, c'est la nuit où mon frère et moi avons vu quelque chose qui dépassait l'entendement. Nous étions dans notre chambre quand nous avons aperçu une silhouette, une créature. Elle avait une allure qui ne ressemblait à rien de ce que nous connaissions, et même après toutes ces années, mon frère parle encore de ce qu'il croit être un extraterrestre. Nous étions figés par la peur. Je savais que ce n'était pas un rêve, je savais que nous n'étions pas en train d'imaginer cette chose. Elle était bien réelle. Avec le temps, j'ai grandi, et comme beaucoup d'enfants, j'ai mis ces expériences sur le compte de mon imagination. Des amis imaginaires, des peurs d'enfants, me disais-je. Je voulais me convaincre que tout cela n'était que des fantasmes de jeunesse. Mais mon frère, lui, n'a jamais oublié. Il parlait encore de cet extraterrestre, et à chaque fois, il décrivait les détails avec une telle précision que j'avais des frissons. Ce qui a rendu cette histoire encore plus dérangeante, c'est ce que j'ai appris bien des années plus tard. Un jour, mes cousins, qui habitaient 2 maisons plus loin à l'époque, m'ont raconté que l'homme qui vivait désormais dans notre ancienne maison était devenu fou. Il disait qu'il marchait dans la rue à 3 heures du matin, murmurant des choses comme « le diable arrive ». En entendant cela, tout m'est revenu à l'esprit. Toutes les expériences que j'avais eues dans cette maison, tout ce que mon frère et moi avions vécu. Je me suis senti glacé d'effroi. J'en ai parlé à ma mère, pensant que peut-être elle pourrait me rassurer, me dire que tout cela n'était qu'un hasard. Mais ce qu'elle m'a révélé m'a bouleversé. Elle m'a avoué que nous avions déménagé de cette maison parce qu'elle était bel et bien hantée. Mes parents avaient eux aussi vécu des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Des bruits étranges, des sensations d'oppression, des ombres qu'ils voyaient sans jamais pouvoir les identifier. Ils avaient fini par faire des recherches sur l'histoire de la maison et avaient découvert qu'elle avait été construite sur l'emplacement d'une ancienne église. Apparemment, des événements sombres et troublants s'étaient produits sur ce terrain bien avant que notre maison ne soit bâtie. Mes parents ne nous avaient jamais parlé de cela quand nous étions enfants, voulant sûrement nous protéger. Mais maintenant que je connaissais la vérité, tout prenait sens. Ce que j'avais vu et vécu n'était pas le fruit de mon imagination. Il y avait vraiment quelque chose d'étrange et de sombre dans cette maison. Même si nous avons quitté cette maison depuis longtemps, les souvenirs de cette époque continuent de me hanter. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la famille qui y vit maintenant, mais je ne serais pas surprise d'apprendre qu'ils vivent eux aussi des choses inexpliquées. Ce qui est sûr, c'est que je ne remettrai jamais les pieds dans cette maison. En 2009, alors que l'Irlande traversait une récession, j'ai réussi à acheter une maison. C'était un petit cottage, parfait pour moi, un homme célibataire. Je faisais des horaires décalés, de nuit et de jour, ce qui faisait que mon rythme de vie était assez irrégulier. Au début, je pensais que c'était dû au manque de sommeil, mais des choses ont commencé à se produire dans la maison que je n'arrivais pas à expliquer. Par exemple, une nuit,
j'étais en train de repasser. J'ai posé une serviette sur le porte-serviette de la salle de bain, puis je suis allé dans la cuisine chercher d'autres vêtements à ranger. Quand je suis revenu, la serviette que j'avais mise dans la salle de bain était étalée sur le sol de ma chambre. Ma première réaction a été de penser qu'il y avait quelqu'un dans la maison avec moi, alors je suis retourné dans la cuisine, j'ai attrapé une poêle et j'ai fouillé la maison. C'était un petit cottage, donc il n'y avait pas vraiment d'endroit où quelqu'un aurait pu se cacher. Finalement, j'ai compris que ce n'était pas un intrus puisque la porte était verrouillée et toutes les fenêtres fermées. J'ai eu une peur bleue, mais j'ai fini par me convaincre que je n'avais simplement pas fait attention et que j'avais peut-être laissé la serviette dans ma chambre, même si au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Les choses ont empiré au fil du temps et ne pouvaient plus être ignorées si facilement. Ça a atteint un point où j'avais vraiment peur d'être chez moi. Par exemple, quand je rentrais du travail, surtout la nuit, je devais allumer l'interrupteur près de la porte avant même de l'ouvrir complètement. J'étais tellement terrifié que je ne regardais même pas dans l'obscurité. Parfois, en ouvrant la porte la nuit, un courant d'air me frappait au visage en provenance de l'intérieur de la maison, comme pour m'accueillir. Cela a duré des mois, des objets disparaissaient, les rideaux que je laissais fermés étaient partiellement ouverts quand je revenais dans la pièce quelques minutes plus tard. Le point de rupture a été quand j'ai réellement vu quelque chose. Je suis rentré un soir vers 3 heures du matin après une journée de travail. J'ai ouvert la porte du couloir et allumé la lumière. Pour vous donner une idée de l'agencement, la maison était petite, avec un couloir qui menait à une salle de bain à l'arrière, et la cuisine était sur la gauche. Cette nuit-là, j'ai allumé la lumière et, en ouvrant complètement la porte, j'ai été accueilli par une grande ombre d'homme. Elle se tenait au bout du couloir. Comment c'était une ombre, je ne sais pas, car il y avait 3 spots lumineux qui éclairaient tout le couloir. Mais cette ombre se tenait dans la lumière, face à moi. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. La peur, l'angoisse et la panique étaient si intenses que j'ai crié « Laisse-moi tranquille, putain. Laisse-moi tranquille. » À ce moment-là, l'ombre s'est tournée sur le côté, et j'ai vu le profil de son visage. Puis, un énorme fracas s'est produit et une chaise a volé dans le couloir en direction de moi. J'ai pris mes jambes à mon cou, je suis sorti de la maison, je suis monté dans ma voiture et je suis retourné chez mes parents. J'étais tellement bouleversé que mon frère, qui vivait encore chez eux à l'époque, pensait que j'avais eu un accident. J'ai essayé de lui expliquer du mieux que je pouvais ce qui s'était passé. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais rien dit à personne à propos de ce qui se passait dans la maison. J'y vivais depuis environ 6 mois, et presque chaque jour, quelque chose d'étrange se produisait. Vivre dans la peur constante chez soi est une expérience horrible. Le lendemain, mon frère et moi sommes retournés à la maison. Nous avons retrouvé la chaise qui m'avait été lancée dans le couloir, posée sur la table de la cuisine. J'avais une bouteille d'eau dans le frigo, je l'ai sortie et posée sur la table. Pendant que nous parlions, la bouteille a soudainement explosé, comme si quelqu'un avait secoué une canette de soda avant de l'ouvrir. L'eau s'est répandue partout, sur chaque surface de la cuisine. J'ai vendu la maison environ 6 mois plus tard. Entre le moment où j'ai mis la maison en vente et celui où elle a été vendue, des choses étranges ont continué à se produire, comme des objets qui disparaissaient ou des rideaux qui se déplaçaient tout seuls. Heureusement, je n'ai jamais revu l'apparition. Une nuit, alors que j'étais couché, il devait être environ 1 heure du matin, j'ai entendu une voix de femme venant du fond de la maison dire « Non docteur, s'il vous plaît, aidez-moi ». Terrorisé, je me suis levé d'un bond et j'ai allumé toutes les lumières. J'ai tout vérifié, la porte était bien verrouillée et toutes les fenêtres fermées. La télévision était débranchée car elle s'allumait parfois toute seule. Pareil pour la radio, qui était également débranchée. Je n'oublierai jamais la tristesse dans sa voix, et la manière dont elle a prononcé ces mots. Ce n'était pas un appel à l'aide directe, c'était plus « Non docteur, s'il vous plaît, aidez-moi ». J'étais tellement soulagé de quitter cette maison quand je l'ai enfin vendue. Pendant que j'y vivais, j'avais demandé à un voisin s'il savait quelque chose. Il m'a dit que la femme du couple qui m'avait vendu la maison se plaignait d'entendre des choses dans la maison. Je ne sais pas ce que j'ai vu ou entendu, mais je sais que quoi que ce soit, c'était définitivement quelque chose qui habitait cette maison, car je n'ai jamais vécu ce genre de phénomène depuis. Je ne sais pas si le couple qui a acheté la maison après moi a vécu la même chose, mais je ne peux pas dire que ça me surprendrait. Il y a près de 20 ans,
ma famille vivait dans une maison vieille de 100 ans à Idaho Falls, en face d'une église. Elle était hantée par un démon que j'appelais l'homme qui sourit. Il avait un corps maigre comme celui d'un cadavre, des membres longs, une bouche pleine de dents pourries, et des yeux de mort. Il se promenait dans les couloirs la nuit, griffant les murs et les planchers de bois avec ses ongles, parfois en rampant à quatre pattes. Je dormais dans une chambre tout en haut du grenier, au 3e étage, et j'avais des cauchemars horribles à cause de l'homme qui sourit, qui se tenait souvent dans l'embrasure de ma porte ou qui déambulait dans la maison en pleine nuit. Mes parents m'ont raconté, des années après que nous ayons déménagé, comment je me tenais souvent devant leur porte, criant et pleurant, les suppliant de me laisser entrer. Ma mère m'a dit qu'au début, elle pensait que je faisais tout ça pour attirer l'attention, mais qu'elle avait finalement compris que quelque chose n'allait pas. Elle m'a alors laissé dormir dans leur chambre jusqu'à ce que nous déménagions. La maison avait été construite en 1907 et appartenait autrefois à un homme qui conservait des morceaux de corps tatoués dans des bocaux de cornichons. Il y avait un sous-sol sombre, rempli d'araignées. Bien que mes parents y aient mis ma maison de poupées et d'autres jouets, je refusais catégoriquement de descendre dans ce sous-sol. J'étais terrifié rien qu'à l'idée de passer devant la porte. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est la vérité à 100%. Je pourrais révéler l'endroit exact, mais je ne veux pas effrayer les personnes qui y vivent actuellement. À l'époque où nous habitions cette maison, j'avais 3 ans, mais l'effet de l'homme qui sourit a duré toute ma vie. Depuis 20 ans, je vois et je ressens des choses qui ne devraient pas exister. Si j'étais le seul à avoir vécu ces phénomènes, je les aurais mis sur le compte de mon imagination. Mais ma famille et mes amis, tous des gens très rationnels et chrétiens, ont également été touchés. J'ai souffert de cauchemars et de terreurs nocturnes pendant 10 ans après avoir quitté la maison d'Idaho Falls, ne parvenant à les contrôler qu'à l'âge de 12 ans. Quand j'avais 10 ans, mon frère, 2 amis d'enfance et moi avons vu ce qui semblait être la grande faucheuse dans notre quartier. En nous approchant, nous avons réalisé que c'était un esprit bien réel, que nous avons surnommé Danny, et il hante encore mon ancien quartier à ce jour. À l'adolescence, les 2 appartements dans lesquels nous avons vécu étaient hantés par un esprit que nous avons appelé Steve. Dans le premier, je me réveillais en pleine nuit en entendant des pas traînant dans le salon. Je pensais que je rêvais, jusqu'à ce que ma mère me demande ce que je faisais en me promenant la nuit. Dans le second, Steve faisait tomber les décorations du sapin de Noël, renversait les cadeaux, et m'a même enfermé à l'extérieur de la maison alors que j'avais un ami avec moi. Il n'y avait personne à l'intérieur et je n'avais pas fermé la porte à clé. Plus tard, alors que je travaillais dans un Starbucks situé dans un Target, j'ai commencé à voir une ombre noire courir du coin de l'œil. Je l'ai surnommé Wilson. Wilson m'a torturé pendant des mois, tirant sur mon tablier, faisant tomber des bouteilles des étagères, et une fois, il a même jeté des cartons de lait hors de la poubelle, renversant du lait partout sur le sol. J'ai été blâmé pour cela, mais j'ai essayé d'expliquer à mon responsable que ce n'était pas moi. Au début, je pensais que j'imaginais tout cela, jusqu'à ce qu'une nouvelle collègue commence à parler de Wilson, le décrivant exactement comme je l'avais vu. À partir de ce moment-là, tout le monde a commencé à le voir. Il a lancé un seau de glace à un ami depuis une distance de 2 mètres, a ouvert et fermé les lourdes portes, est apparu comme une ombre sur le mur, a appelé mes collègues par leur nom, est passé par la porte arrière sous les yeux des clients, et a même sifflé une mélodie. Mes collègues ont rapporté que cela ressemblait à une chanson de mineur, et certains ont même vu des bottes sur ses pieds lorsqu'il courait. En faisant des recherches sur les accidents miniers dans les villes environnantes, un nom s'est démarqué, William Wilson, décédé en 1901. Le dernier esprit est le plus récent. J'ai déménagé dans l'Utah il y a 6 mois, et je pensais que, pour une fois, j'étais allé assez loin pour que les fantômes ne me suivent pas. Récemment, je me suis réveillé avec une étrange odeur, comme du chili ou de la viande pourrie. J'ai aussi remarqué que les robinets s'ouvraient tout seuls et que des objets bougeaient dans la maison, mais je mettais ça sur le compte de mon imagination. Il y a quelques jours, j'ai rêvé qu'il y avait un fantôme dans ma salle de bain. Aujourd'hui, alors que je regardais Sleepy Hollow, ce qui est plutôt ironique, la boule de mon hamster a roulé hors du placard et à travers la pièce. Je pensais que mon hamster était à l'intérieur, mais j'ai réalisé que la boule était vide et j'ai quitté la maison en courant. J'ai appelé ma mère, qui m'a suggéré de prier et de demander au fantôme de partir. Elle m'a avoué qu'elle l'avait déjà fait et que ça avait fonctionné. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu l'as déjà fait » je lui ai demandé, même si je connaissais déjà la réponse. « Je l'ai fait plusieurs fois dans la maison d'Idaho » m'a-t-elle dit.
Pendant 20 ans, ma mère chrétienne m'a interdit de regarder des films d'horreur dans la maison ou de parler de fantômes. J'adore les histoires de fantômes et les films d'horreur, mais elle ne me laissait rien regarder sans me reprocher d'inviter les esprits chez nous. Maintenant, elle a enfin admis qu'ils existent et que l'homme qui sourit n'était pas seulement mon imagination. Je ne sais pas si je suis heureux qu'elle m'ait enfin dit la vérité. Les fantômes et les démons sont réels, et tout le monde autour de moi est affecté par cela. Aujourd'hui, j'ai demandé au fantôme de partir, mais pendant que j'écris ces mots, j'entends des bruits de pas venant du salon. J'ai allumé toutes les lumières et je n'arrête pas de lui demander de quitter ma maison et de me laisser en paix. Si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème ou a des conseils pour comprendre pourquoi les esprits semblent attirés par moi, je suis preneur. Je ne pense pas qu'un exorcisme suffira à rompre leur lien avec moi, mais ce serait bien de ne pas avoir à fuir la maison à chaque fois que quelque chose bouge. Cette nuit-là, je suis parti de l'Airbnb à 1h45 du matin, le 31 juillet. Jamais je n'aurais imaginé vivre une expérience aussi troublante et paranormale dans un lieu que j'avais réservé simplement pour dormir. Dès mon arrivée, il y avait quelque chose d'étrange, mais j'étais tellement content d'être en vacances que je n'ai pas prêté attention à cette sensation. La chambre semblait correcte à première vue, propre, bien entretenue. Mais il y avait un silence étrange. Pas un bruit. Rien. Aucun oiseau, aucune voiture, même les arbres semblaient figés dans cette immobilité pesante. Pour un quartier résidentiel, c'était inattendu. À ce moment-là, je me suis dit, bon, au moins, je vais passer une nuit tranquille. J'étais en vacances, après tout, et ce calme inhabituel me paraissait être une bénédiction. Mais ce silence, c'était le premier signe que quelque chose n'allait pas. La première heure passée dans la maison était relativement normale. J'avais déballé mes affaires, pris une douche, puis je m'étais installé dans le lit, prêt à m'endormir. C'est là que les choses ont commencé à se détraquer. Tout d'abord, la lumière du ventilateur au plafond a commencé à s'allumer et s'éteindre toute seule. Au début, j'ai pensé que c'était un problème électrique, peut-être un faux contact. Mais plus je m'enfonçais dans la nuit, plus les événements prenaient une tournure dérangeante. Alors que j'étais allongé, presque sur le point de m'endormir, j'ai senti quelque chose tirer doucement sur mes draps. Je me suis figé. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était là. J'ai tiré les draps vers moi, pensant que je devais être fatigué, que mon esprit me jouait des tours. Quelques minutes plus tard, la sensation est revenue, mais cette fois plus insistante. Le drap a été arraché avec plus de force, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de me découvrir. Mon cœur battait la chamade. Puis, j'ai ressenti une pression sur le lit, juste à côté de moi, comme si quelque chose de lourd s'était assis. C'était comme si une présence invisible s'était installée, m'observant, guettant chacun de mes mouvements. Je pouvais presque entendre une respiration lourde, mais il n'y avait personne. Je me suis dit que c'était impossible, que je devais rêver. Mais alors, cette même présence a commencé à tirer le drap de mon visage et à le plaquer contre ma peau, comme pour m'étouffer. Je me suis débattu, le souffle court, en me répétant que ça ne pouvait pas être réel. Pourtant, la sensation était bien trop réelle. Mon corps entier était en alerte. C'était un mélange de terreur pure et de confusion totale. L'oppression dans la pièce était palpable, comme si l'air lui-même était devenu plus dense, difficile à respirer. Le silence, autrefois apaisant, était devenu terrifiant, accentuant chaque mouvement, chaque sensation. Je savais que je ne pouvais plus rester dans cette maison. C'était comme si chaque seconde passée là-bas me rapprochait de quelque chose de bien plus sombre, quelque chose que je ne pouvais ni comprendre ni affronter. Alors, j'ai attrapé mes affaires, couru vers la porte, et quitté l'Airbnb à 1h45 du matin, sans jamais regarder en arrière. Vers 4h30 du matin, j'ai finalement contacté l'hôte. Il fallait qu'il sache. « Ton endroit est hanté, mec », lui ai-je dit, encore sous le choc de ce que j'avais vécu. Je ne pouvais pas rester plus longtemps sans lui faire savoir ce qui s'était passé. Airbnb devrait sérieusement envisager une clause pour ce genre de situation. Je n'avais pas signé pour une expérience paranormale, mais pour un simple lieu où passer la nuit. Après cet épisode, je ne sais toujours pas ce qui hante cet endroit, mais une chose est sûre, je n'y remettrai jamais les pieds. Parfois, le silence n'est pas un signe de paix, mais un avertissement.
Tout a commencé en 2012, quand une amie d'enfance m'a proposé de devenir son colocataire. Elle avait besoin d'un coloc et moi, j'avais besoin de quitter la maison de mes parents. À première vue, c'était une situation idéale. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure inattendue avec cette maison. Nichée dans une banlieue tranquille, se trouvait cette petite cabane en bois, probablement construite au cours des années 1700, du moins, c'est ce que nous pensions. La rue où elle était située portait même le nom de la famille qui avait possédé ce vaste terrain, qui est maintenant l'une des plus grandes villes des États-Unis. Quand on regardait cette maison, elle avait le charme ancien des vieilles cabanes coloniales américaines. Nous pensions même que cette maison avait pu servir de dépendance pour des esclaves à l'époque, puisque la région était une terre de culture de tabac. Plus tard, nous avons trouvé des indices indiquant qu'elle aurait également pu être une écurie, notamment quand notre chien a déterré un vieux fer à cheval dans le jardin. Je l'ai encore aujourd'hui. La première nuit où nous avons emménagé, j'ai senti que l'endroit avait quelque chose d'étrange. Il n'y avait aucune porte qui séparait l'étage, ma chambre, du reste de la maison, ni même pour les chambres du rez-de-chaussée. La chambre de mon amie qui est devenue ma femme par la suite avait été ajoutée dans les années 80, tout comme la cuisine et la salle de bain, car l'agencement original de la maison n'avait ni l'un ni l'autre. Dès le départ, j'ai senti qu'on m'observait. La maison était toujours sombre, froide et humide, un peu comme une cave. Ce n'était peut-être pas si inhabituel pour ce type de maison, mais il y avait autre chose. Quelque chose qui me mettait profondément mal à l'aise. Tout a commencé avec des grattements. Chaque nuit, je me réveillais en entendant des bruits de grattements sous mon lit, juste à côté de ma tête. D'abord, j'ai pensé que c'était des souris, mais en écoutant de plus près, j'ai réalisé que ces grattements n'étaient pas de simples petits bruits. C'étaient des bruits longs, comme si quelque chose traînait sur une distance d'environ 1 pied, avant de recommencer. Je me recroquevillais sous les draps, me bouchant les oreilles et fermant les yeux, espérant que cela s'arrête. J'avais 23 ans à l'époque, et je me sentais ridicule de fuir comme ça, mais je savais que ce n'était pas une simple créature que je pouvais affronter. Une nuit, alors que je n'étais pas encore endormi, j'ai entendu ces bruits commencer. Ils ont commencé au plafond, à l'autre bout de ma chambre, puis sont descendus le long du mur, jusqu'à arriver juste sous mon lit. Après un moment, ils ont traversé la pièce, puis sont remontés le long du mur opposé. Et puis, silence. Voilà pourquoi ce n'étaient pas des souris, les murs de la maison étaient en bois massif, sans espace où quelque chose aurait pu se faufiler. Il n'y avait aucun endroit pour que des rongeurs se déplacent. Cette maison ancienne était littéralement faite de troncs d'arbres entiers, à l'intérieur comme à l'extérieur. Très vite, j'ai commencé à dormir en bas, dans le salon. Ma colocataire qui est devenue ma femme m'a demandé pourquoi, et quand je lui ai expliqué ce que j'entendais, elle m'a révélé qu'elle avait vécu des expériences similaires lorsqu'elle était seule à la maison. Et tout ça, dans la première semaine où nous étions là. Mais voici la partie vraiment effrayante, quand nous avons emménagé, j'ai dû dévisser toutes les vis que l'ancien locataire avait placées dans les fenêtres. Une des portes extérieures était même vissée fermée. En nettoyant la maison, nous avons trouvé ce qui ressemblait à de la nourriture pour lapins dans le four. On a dû écrire « N'habite plus ici » sur des centaines de catalogues qu'il continuait à recevoir par la poste. On a souvent plaisanté en disant que ce gars devait être un sataniste reclus, mais aujourd'hui, je ne pense plus que c'était une blague. Nous avons commencé à dormir dans le salon ensemble, car l'ambiance oppressante de la maison était plus supportable à deux. Jusqu'à ce que cette nuit-là, j'ai fait un rêve où une force obscure s'approchait de moi. C'était comme si je regardais la scène en troisième personne, voyant mon propre corps endormi. L'entité se tenait au-dessus de ma tête, et à ce moment-là, une pression intense s'est installée dans ma tête, accompagnée d'un bourdonnement strident dans mes oreilles. La sensation devenait insupportable, à tel point que j'ai fini par me réveiller en sursaut. Tout était calme autour de moi, mais une seconde plus tard, la télévision s'est éteinte toute seule. Elle était déjà sujette à des allumages et extinctions inattendues, mais cette fois, la coïncidence était trop frappante. Je savais que je l'avais éteinte avant de me coucher, alors pourquoi était-elle allumée à mon réveil ? Après cette nuit, nous avons commencé à dormir dans sa chambre, qui, comme par hasard, était épargnée par les événements paranormaux. Peut-être parce que c'était une extension récente de la maison. Qui sait ? C'est d'ailleurs dans cette maison que notre histoire d'amour a vraiment commencé, et maintenant, nous sommes mariés depuis 5 ans, avec un enfant en route.
Je suppose qu'on pourrait dire que le fantôme a joué les entremetteurs. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Une fois, alors que je lisais à l'étage, la fenêtre a commencé à s'ouvrir et se fermer toute seule. J'étais déjà à bout de nerfs avec cet esprit, alors j'ai recréé la même situation le lendemain pour voir si cela se reproduisait. Et ça l'a fait. Pourtant, cela n'arrivait jamais quand je n'étais pas dans la pièce. Finalement, j'en ai eu assez. J'ai crié à l'esprit de nous laisser tranquilles, que j'en avais assez de ces conneries. Et, à ma grande surprise, ça a plus ou moins fonctionné, pendant un moment. Mais alors, quand j'étais seul à la maison, des réveils se mettaient à sonner dès que ma femme partait, les tiroirs s'ouvraient tout seuls, et on frappait violemment à la porte d'entrée. Au fil du temps, ces phénomènes se sont estompés, puis ont complètement cessé. J'ai l'impression que, plus je m'adaptais à la maison, plus l'entité s'en désintéressait. Aujourd'hui, mes beaux-parents y vivent, ils étaient nos propriétaires, et la maison est chaleureuse, accueillante, et paisible. Je passe encore du temps là-bas, seul parfois, et je n'y ressens plus aucune malveillance. C'était une expérience étrange, mais avec le recul, je referais tout pareil. Dans les années 1980, mes parents, alors un jeune couple, ont emménagé dans une maison mitoyenne, sans prétention, construite dans les années 1920. Pendant les 40 ans qu'ils ont passés dans cette maison, ils ont élevé mon frère et moi, vu de nombreux voisins râler et venir, et maintenant, ils y vivent confortablement à la retraite. Je suis retourné vivre chez eux pendant la quarantaine et j'ai pensé partager certaines des expériences paranormales que nous avons vécues au fil des ans. Pour le contexte, notre maison se trouve à côté de la plus ancienne maison de la région, une demeure historique d'environ 250 ans. Le terrain sur lequel tout le quartier est bâti appartenait à l'ancien propriétaire de cette maison, qui, selon certaines sources, serait mort dans sa grange, peut-être assassiné pour ses terres, ou bien à cause d'une maladie mentale qui l'aurait poussé au suicide. La grange est toujours debout et se trouve juste à côté de notre jardin. Notre maison a environ 100 ans, et les anciens propriétaires ont informé mes parents qu'un ancien locataire était mort d'une crise cardiaque dans ce qui est maintenant ma chambre. Nous pensons qu'il y a peut-être deux esprits dans la maison, un esprit protecteur, que nous n'avons rencontré qu'une seule fois, de manière si incroyable que je n'en parle généralement pas, et un autre plus malicieux ou espiègle. Voici une liste de certaines des expériences que nous avons vécues, certaines m'ont été racontées, car elles se sont produites avant ma naissance. Lorsque mes parents ont emménagé, ni mon frère ni moi n'étions encore nés, et ma chambre servait de salle de télévision. La télévision était un vieux modèle en noir et blanc. Le dimanche matin, la télévision s'allumait toute seule. Le volume était monté au maximum, et sur l'écran apparaissait un service religieux. Mes parents ont dit que le service était difficile à discerner, l'image était floue et l'audio un peu brouillé. S'ils changeaient de chaîne, ils ne pouvaient pas revenir sur cette retransmission, comme si elle se trouvait sur une chaîne qu'ils ne recevaient pas. Éteindre la télévision n'était pas toujours possible, et parfois elle se rallumait, plus forte encore. Dans les années 1980, avant la naissance de mon frère et moi, mon père travaillait à plein temps et ma mère restait à la maison pour préparer son examen de comptabilité. À plusieurs reprises, des heures après que mon père était parti pour le travail, en passant par la porte arrière, que nous utilisons le plus souvent, ma mère descendait de son bureau au 2e étage pour trouver la vieille porte d'entrée grande ouverte. Cette porte était verrouillée avec un pêne dormant lourd et difficile à manœuvrer, ce qui expliquait pourquoi nous préférions utiliser la porte arrière. Les proches qui ont gardé la maison pour nous ont souvent eu des expériences désagréables. 2 des jeunes frères de ma mère ont une fois dormi dans notre maison pendant que mes parents étaient en vacances prolongées. L'un dormait dans la chambre de mon frère, l'autre dans la mienne. Au milieu de la nuit, l'oncle qui dormait dans la chambre de mon frère a été réveillé par le bruit de sa trousse de toilette, qu'il avait laissée sur une étagère, projetée contre le mur opposé. Les objets ont souvent l'habitude d'être lancés dans la chambre de mon frère des années plus tard, le même événement s'est reproduit, cette fois avec un Lego précieux que mon frère exposait sur son étagère. Toujours projeté contre le mur opposé, et avec suffisamment de force pour le briser. Avant de rénover la maison au début des années 2000, nous n'avions qu'une seule salle de bain, et c'était un endroit carrément inquiétant. Enfant, je pensais que c'était normal d'entendre des bruits de pas approcher dans le couloir et des coups frappés sur la porte. Je me disais que c'était à cause de la pression de l'air. Un jour, nous organisions un dîner et l'un de mes oncles,
pas un de ceux qui avaient gardé la maison s'est excusé pour aller aux toilettes juste au moment où nous commencions à servir le repas. Nous venions de commencer à servir la nourriture quand nous l'avons entendu crier « Je suis là-dedans ». Il est redescendu, agacé, demandant qui frappait sur la porte et secouait la poignée. Nous étions tous assis autour de la table. Un jour, notre piano a joué tout seul. Nous étions tous assis à table, quand une seule note a retenti dans le salon. Nous nous sommes tous regardés, n'en croyant pas nos oreilles. Je me souviens que ma mère a demandé « Est-ce que le piano vient de jouer tout seul ?» Mon père a immédiatement écarté la possibilité, disant « C'est juste une souris, pas de quoi s'inquiéter. » À peine avait-il dit cela qu'une note claire, forte, presque colérique, a résonné. Il n'y avait pas de série de notes comme on pourrait s'y attendre si une souris avait été là. Juste 2 notes, claires. Quand j'avais 5 ou 6 ans, j'ai vécu ma seule hantise de près. Je m'endormais doucement un soir quand j'ai entendu le bruit distinct de mes stores métalliques, juste au-dessus de mon lit, se lever complètement, puis redescendre lentement. Imaginez un bruit prolongé, doux et grinçant. J'ai levé les yeux et j'ai vu mes stores se lever lentement jusqu'en haut, puis redescendre complètement, tout seul. Ma fenêtre était fermée, et les stores ne pouvaient être manipulés qu'avec un cordon. J'ai hurlé pour appeler ma mère. Elle est arrivée en courant dans le couloir, et dès qu'elle est entrée dans ma chambre, les stores se sont figés. Elle m'a calmé, m'a assuré que ce n'était qu'un rêve, a vérifié sous et autour de mon lit pour voir s'il y avait des monstres, et est repartie. Mais dès qu'elle est retournée dans sa chambre, ça a recommencé. Les stores remontaient tout en haut, puis redescendaient. J'ai encore crié pour l'appeler. Dès qu'elle est entrée, ils étaient parfaitement immobiles. Cette fois, elle était irritée, elle m'a demandé de ne plus l'appeler et de dormir. Quand elle est retournée dans sa chambre, j'ai entendu le bruit à nouveau, mais j'étais trop effrayé pour regarder. Je savais qu'il se levait et redescendait. Je me suis caché sous mes couvertures et je me suis finalement endormi au son de ce bruit. Il y a eu des tas d'autres événements. Nous avons tous ressenti cette sensation de lourdeur ou d'être observés dans la maison. Les appareils électroniques s'allument et s'éteignent tout seuls, ce qui était drôle, car, ado, je faisais parfois exploser du rap quand j'étais seul à la maison, et les enceintes s'éteignaient toutes seules. Nous avons même envisagé la possibilité que notre famille, ou l'un de nous, soit hanté après avoir vécu 2 autres hantises dans des endroits où nous avons brièvement séjourné pendant la rénovation de notre maison. À noter également que j'ai gardé des enfants dans la maison d'Axe en grave côté et que j'y ai vécu des expériences franchement dérangeantes. Je vais commencer par dire que j'ai 19 ans maintenant, et ces événements ont eu lieu quand j'avais environ 7 ou 8 ans. Je ne suis pas quelqu'un de religieux, et je fais partie de ceux qui doivent voir pour croire. Quand on me raconte des histoires de phénomènes paranormaux, j'essaie toujours de trouver une explication logique. Cependant, ce que j'ai vécu a ébranlé toutes mes certitudes, et je n'aime pas en parler, car chaque fois que j'y pense, les larmes me montent aux yeux. Quand j'étais enfant, je n'aimais pas les films d'horreur ni les histoires de fantômes. J'avais peur du noir, et le coucher était un vrai combat. Ma mère devait rester à côté de moi jusqu'à ce que je m'endorme, avant de pouvoir aller dans sa propre chambre. Mais je me réveillais toujours vers 2 heures du matin, effrayé d'être seul, et j'allais rejoindre ma mère dans sa chambre pour me rendormir. À cette époque, nous vivions tous les 3 dans la maison, ma sœur aînée, ma mère, et moi. Le premier incident est survenu lorsque je me suis réveillé en pleine nuit, comme d'habitude, et que je suis allé dans la chambre de ma mère. En ouvrant la porte, j'ai vu une chose qui m'a glacé le sang. Il y avait un homme extrêmement pâle, petit et chauve, assis au milieu de son lit. J'étais pétrifié de peur et je l'ai regardé fixement pendant quelques secondes, essayant de comprendre ce que je voyais. L'homme a levé la tête et m'a regardé. Son visage était totalement lisse, sans yeux, sans bouche, rien. Juste un visage blanc comme de la poudre. Dès que nos regards se sont croisés, j'ai immédiatement perdu mes forces et je me suis effondré par terre, hurlant et pleurant, appelant ma mère pour qu'elle se réveille. Ma mère a sauté du lit, est venue vers moi et a essayé de me calmer. Je tentais de lui expliquer qu'il y avait un homme dans sa chambre, mais elle me répétait que c'était juste un cauchemar, que je devais retourner au lit. Je cherchais l'homme du regard, prêt à le montrer à ma mère, mais il avait disparu. Quand je me suis calmé, j'ai demandé à ma mère de passer la nuit dans ma chambre avec moi, car j'étais trop effrayé pour y dormir seul,
et je ne voulais surtout pas retourner dans sa chambre. Le lendemain matin, j'ai essayé de lui expliquer à nouveau ce que j'avais vu, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle a balayé l'incident en disant que ce n'était qu'un mauvais rêve. J'étais pourtant certain de ce que j'avais vu, et quand j'ai essayé d'en parler à ma sœur, elle m'a aussi ignoré. Après cette expérience, j'étais terrifié à l'idée que cela se reproduise. Les nuits suivantes étaient un véritable calvaire. Ma mère continuait à me border comme d'habitude, mais maintenant, je faisais semblant de dormir pour qu'elle aille dans sa chambre. Dès qu'elle partait, je me levais et j'allumais toutes les lumières de ma chambre. Je jouais avec mes figurines ou je jouais à la PlayStation, et je faisais ça jusqu'au matin. Pendant la journée, je faisais des siestes sur le canapé, mais ma mère n'aimait pas ça. Elle voulait que je sorte jouer pour que je puisse bien dormir la nuit. Ce manque de sommeil s'accumulait, car j'avais trop peur de dormir la nuit, mais ma mère ne me laissait pas dormir tout le jour. Cela faisait 2 ou 3 semaines que l'incident s'était produit, et je commençais à me convaincre que ma mère avait peut-être raison, que ce n'était qu'un rêve. Un jour, j'étais particulièrement épuisé et je me suis endormi sur le canapé du salon jusqu'au milieu de la nuit. Quand je me suis réveillé, la pièce était plongée dans le noir, et j'ai aussitôt commencé à paniquer. Même quand je me réveillais dans ma chambre, j'avais toujours des veilleuses allumées. Je me suis levé du canapé et j'ai utilisé la lumière de veille de la télévision pour me guider, car ma chambre était la première sur le couloir en sortant du salon. Quand je suis arrivé à ma chambre et que j'ai ouvert la porte, l'homme était assis au bord de mon lit. Terrifié, j'ai refermé lentement la porte, espérant qu'il ne m'avait pas vu, et je me suis précipité vers la chambre de ma mère, en hurlant et pleurant à nouveau. Je lui disais qu'il était dans ma chambre. Elle s'est levée, m'a accompagné, mais encore une fois, il n'y avait rien. Je me souviens d'avoir été si confus, me demandant ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. J'ai dit à ma mère que je voulais aller vivre chez mon père parce que j'étais trop effrayé pour rester avec elle. Après avoir contacté mon père, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé chez ma mère. Il lui a parlé et a décidé que j'irais vivre chez lui. C'était difficile de parler de tout ça à mon père, car lui non plus ne me croyait pas vraiment. Il pensait aussi que ce n'était que des cauchemars, peut-être à cause de films d'horreur que j'aurais vus chez ma mère. Quelques années plus tard, ma mère s'est remariée avec un homme qui avait 3 enfants, dont le plus jeune avait 6 ans. Au fil du temps qu'ils ont passé dans la maison, le jeune garçon a commencé à vivre des expériences similaires aux miennes. Quand ma mère m'a dit qu'il racontait les mêmes choses que moi à l'époque, j'ai eu envie de lui dire « je te l'avais bien dit ». À ce moment-là, ma mère m'a enfin cru, et elle a vendu la maison peu de temps après. Aujourd'hui, on se réfère à son ancienne maison comme à la maison hantée. C'est encore très difficile pour moi d'en parler en personne, parce que rien que d'y penser me fait monter les larmes aux yeux. Pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Angleterre, ma femme est native de la région, pas moi. Elle est habituée aux grands espaces vides que cette petite région peut offrir. Il y a des endroits où elle refuse catégoriquement que je me rende après une certaine heure, parce que, selon elle, sur cette route, certaines personnes ne reviennent jamais. Bien sûr, n'étant pas natif, je n'en savais rien. Donc, quand je rentrais tard du travail après la tombée de la nuit et que je lui disais que j'avais pris telle ou telle route, elle me regardait souvent, stupéfaite par ma bêtise. Nous avons trouvé une maison juste à la frontière mentionnée plus tôt, du côté du Vermont. Nous l'avons adorée. C'était un endroit fantastique pour vivre. Sauf pour le sous-sol. Impossible de me débarrasser de cette sensation d'être observé, traqué comme une proie. Alors, comme tout adulte raisonnable, j'ai simplement décidé de ne plus y aller, sauf en plein jour. Un soir, après avoir joué pendant des heures dans mon loft bureau, cave de mec, j'ai eu faim. Je suis descendu, j'ai embrassé ma femme, et je suis passé devant la porte du sous-sol en direction de la cuisine. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà fait de la chasse, mais il y a un moment où, surtout en chassant des prédateurs comme les coyotes, loups, ours, etc., on sent parfois qu'ils savent qu'on les a dans notre viseur. Ils ne vous regardent pas directement, mais on a l'impression qu'ils plongent dans votre âme, comme pour dire « tu m'as eu, fais ça vite ». C'est une sensation étrange, et parfois, on tire, parfois non. Ce soir-là, en passant devant cette porte, j'ai vu des yeux rouges et une silhouette humanoïde. Je me suis figé. J'ai eu cette même réaction de « tu m'as eu, fais ça vite ». Après ce bref moment d'égarement,
j'ai rapidement reculé loin de la porte, attrapé une arme, et appelé ma femme pour lui dire qu'il y avait quelqu'un dans le sous-sol, qu'il fallait appeler la police. Il n'y avait aucune autre entrée au sous-sol, et je couvrais la porte avec mon arme depuis une position sûre, d'où je pouvais facilement m'enfuir. Les flics sont arrivés, je me suis désarmé, ils ont fouillé la maison, et ils n'ont trouvé personne, mais ils ont découvert des empreintes de pas boueuses qui commençaient face aux escaliers et qui se dirigeaient ensuite vers un mur dans un coin du sous-sol, près du chauffe-eau. Pour ajouter du contexte, ce mur bloquait aussi l'accès à l'espace directement sous ma chambre. C'était un mur solide, avec un petit espace de rampement, d'environ 10 cm de large de l'autre côté. Les policiers ont appelé les détectives, qui ont vérifié, mais ils n'ont vu personne et ne pouvaient pas rentrer dans l'espace. Ils ont pris des photos, comparé les tailles de chaussures, mes pieds étant trop grands, ceux de ma femme trop petits. Ils nous ont laissé un bon contact et ma femme et moi avons passé quelques nuits à l'hôtel. Pendant des mois, j'ai revu la même chose, à chaque fois sans appeler les flics. Ça devenait presque normal. Le bon vieux yeux rouge, dans le sous-sol, tranquille. Ma femme, elle, n'appréciait pas vraiment mes petites plaisanteries. Moi, dès que je voyais Red Eyes, je lui lançais joyeusement un « Bonjour, comment ça va ?» Et pourtant, à chaque fois, il y avait des empreintes boueuses à nettoyer. Puis, avec le Covid et les confinements, nous avons eu l'occasion de déménager dans une maison plus adaptée au télétravail. La principale raison était un problème de moisissure dans cette maison. Il y en avait entre les vitres, sur les rebords des fenêtres, les cadres de porte, et nous avons dû remplacer des meubles à plusieurs reprises, malgré notre hygiène impeccable. Après avoir prévenu le propriétaire pendant des mois, sans que cela ne s'améliore, nous avons décidé de partir. Le propriétaire a immédiatement envoyé un inspecteur après notre départ. L'inspecteur a confirmé le problème de moisissure. Je ne sais pas s'il a rencontré Red Eyes. En revanche, il a détecté un niveau très élevé de spores dans le mur adjacent à l'espace sous ma chambre, là où les empreintes de pas s'arrêtaient toujours. Il a creusé un peu de l'autre côté du mur, dans cet espace. Ce n'était pas de la terre. C'était environ 2 mètres de moisissure compacte. Le propriétaire a immédiatement fait appel à des spécialistes pour tout retirer, et il m'a proposé une compensation sous forme de remboursement partiel des loyers. Tout allait bien jusqu'à 3 mois plus tard. Le propriétaire m'a rappelé, offrant de me rembourser tous les loyers payés pendant que nous vivions là, moins ce qu'il avait déjà versé. Pourquoi ? Ils avaient trouvé un cadavre. Le médecin légiste a identifié l'homme comme étant l'ancien propriétaire du terrain, avant mon propriétaire actuel. Il était électricien et, après avoir parlé à sa famille, ils ont confirmé qu'il portait du 42. Trop petit pour mes chaussures de taille 45, mais bien plus grand que celles de ma femme. Red Eyes, je ne sais pas comment tu t'es retrouvé là, mais j'espère que tu as trouvé la paix. Désolé de ne pas avoir vérifié plus tôt. Après avoir lu son avis de décès et contacté sa famille, je me suis rendu sur sa tombe, j'ai déposé des fleurs, posé une pierre, et dit un bonjour, comme je le faisais avant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.